Dans la forêt de Kopa, 70 hommes sont tombés, mais le Burkina Faso s'est relevé. Deux chiffres, un paradoxe, une perte locale qui a réveillé la foi d'une nation. Ibrahim Traoré a rappelé un principe simple. Une victoire sur sa propre terre vaut plus qu'une décennie de dépendance. Si une seule bataille peut inverser l'équilibre des forces, que présage alors ce silence au cœur du Sahel? Une forêt qui s'est tue, une carte qui a bougé, et un peuple qui apprend à se défendre lui-même. Cette nuit-là, le vent a changé. L'histoire n'était plus écrite d'ailleurs, mais par ceux qui gardent la frontière. Depuis Kopa, la victoire ne se mesure plus en chiffres, mais en autonomie. Le véritable enjeu pour le Burkina Faso n'est pas d'avoir gagné une bataille, mais d'avoir prouvé qu'une défense nationale pouvait se construire sans appui étranger. L'intérêt pour le spectateur est clair. Comprendre comment une armée locale a inversé le cours d'une guerre que l'on disait perdue. Car lorsque les récits médiatiques confondent tactique et propagande, les signes réels d'un basculement passent inaperçus. L'opération suit une logique vérifiable. Reconnaissance aérienne, infiltration silencieuse, encerclement, rupture logistique, puis stabilisation. Sans ce cadre, le chiffre 70 neutralisé ne serait qu'un bruit de fond. Placé sur une ligne du temps, ces étapes révèlent un changement structurel. Passer d'une défense réactive à une anticipation stratégique, d'une dépendance à une capacité d'action. Dans le contexte sahélien, cette mutation distingue un succès ponctuel d'un renversement durable. Si la méthode s'avère juste, ses effets dépasseront la forêt. Écoles rouvertes, routes sécurisées, marchés repris aux trafiquants. La preuve que la victoire militaire peut se prolonger en paix civile. Comme on le dirait avec simplicité, le nombre 70 n'est pas seulement un résultat, mais l'indicateur d'un plan mûri. Comme on le dirait avec simplicité, dès les premières heures, les communications ennemies ont été coupées, leur ravitaillement brisé. Des mois avant l'assaut, la forêt de Kopana servait de refuge fortifié. Tunnels creusés, caches d'armes dissimulées, tentes médicales éparses sous un couvert végétal dense. Les insurgés pensaient que la jungle les protégerait. Elle allait devenir leur piège. Des drones ISR planaient au-dessus des cimes, cartographiant chaque sentier, chaque feu de camp, chaque ombre mouvante. L'unité Ghost fut la première à pénétrer le périmètre, suivie du BR-7 qui resserra l'étau à l'est, tandis que la force d'attaque descendait du nord, scellant toute issue. Militairement, c'était un encerclement. Humainement, une tenaille invisible. À l'aube, les premières détonations éclatèrent. Les djihadistes tentèrent de s'échapper, mais chaque chemin menait au feu croisé. En quelques heures, la forêt se referma sur eux. Le sol trembla sous les tirs de mitrailleuses et les mortiers, mais le chaos était chorégraphié. Chaque avancée suivie d'un silence, chaque silence d'une poussée nouvelle. Quand le calme revint, les soldats découvrirent les traces d'une jeunesse perdue, des fusils abandonnés, des carnets griffonnés par des combattants de 20 ans. Pour Ibrahim Traoré, ces fragments valaient mieux qu'un tableau de chasse. Ils rappelaient que l'indépendance se gagne d'abord par la discipline et l'unité. À Fada puis à Ouagadougou, les cartes du ministère changèrent de couleur. Zone après zone, le rouge cédait au vert. Aucun triomphe tonitruant, aucune parade. Seulement des drapeaux hissés et des patrouilles locales reprenant la nuit. Ce que les analystes appelèrent bientôt la doctrine Kopa, passait de la réaction à la maîtrise, de la dépendance aux signaux étrangers, à l'autonomie par le renseignement communautaire. Avant que la lumière ne traverse la canopée de Kopa, 3 unités d'élite étaient déjà en place, Ghost, BR-7 et la force d'attaque, reliées entre elles comme les rouages d'une montre. Au cœur de ce dispositif, Ibrahim Traoré n'apparaissait pas en héros, mais en coordinateur lucide, choisissant le bon moment plutôt que d'imposer sa présence. Il posa la question que beaucoup d'experts étrangers évitaient: pouvons-nous défendre notre terre avec son propre battement? Cette interrogation devint le moteur silencieux de toute l'opération. L'impact immédiat se fit sentir dans les villages proches. Pour la première fois depuis des années, les habitants ne fuyaient plus les coups de feu. Ils savaient d'où venaient les tirs. Certains témoins racontent qu'en voyant le drapeau hissé, ils comprirent que la frontière entre armée et civile venait de s'effacer. De la tactique à la psychologie, Kopa inaugura une doctrine, la réaction proactive. Dans l'histoire militaire du Sahel, on associait souvent les armées locales à la passivité. Cette fois, l'anticipation prit le pas.
À la radio nationale, le mot gardien remplaça victime, premier glissement sémantique depuis longtemps, et comme le résuma Ibrahim Traoré, la volonté n'a de valeur que lorsqu'elle se mesure à ses résultats. Le premier résultat de Kopa fut moins une victoire militaire qu'un retour de confiance, une confiance que l'on croyait perdue depuis des générations. La bataille de Kopa ne fut pas un accident. Pendant des mois, la forêt servait de zone interdite, un sanctuaire où les groupes armés stockaient vivres, munitions et illusions de sécurité. Le jour de l'opération, les drones de reconnaissance prirent position avant l'aube. À 4h00, les capteurs infrarouges confirmèrent les coordonnées. 15 minutes plus tard, l'unité Ghost s'engageait en formation de flèche, avançant avec une précision chirurgicale. C'était le déclenchement. Les transmissions cryptées déclenchèrent la manœuvre des autres équipes. À 6h00, le BR-7 fermait le cercle depuis l'est, comprimant l'ennemi vers la zone la plus dense de la forêt, celle qu'il croyait imprenable. Les premiers échanges de tirs éclatèrent. Les insurgés tentèrent de se disperser, mais chaque direction menait à une salve croisée. Sous les arbres, l'air était lourd de poudre et d'humidité. Les ordres claquaient, secs, cadencés. Chaque mouvement était calculé. Le point culminant survint lorsque la force d'attaque descendit du nord, refermant l'encerclement. En langage tactique, une manœuvre parfaite. En langage humain, un piège hermétique. 70 adversaires furent neutralisés en quelques heures. Il n'y eut ni slogan, ni bannière, seulement le bruit régulier des mitrailleuses et la phrase codée « Avance de 5 mètres ». Entre chaque salve, un silence. Ce rythme, avance, pause, vérification, reprise, devint ce que les soldats appelèrent plus tard le tempo de Kopa. Les répercussions commencèrent dès le milieu de la journée. Quand la poussière retomba, les soldats burkinabés trouvèrent des armes, des carnets, des prières griffonnées par des garçons de 20 ans. Beaucoup n'étaient pas des combattants aguerris, mais des jeunes manipulés. Un officier raconta « Nous pensions à ce qu'a dit Ibrahim Traoré. Le silence fait aussi partie de la victoire. » La nouvelle se répandit comme une onde. À Fada, les lampes restèrent allumées toute la nuit. Les radios diffusaient des chants populaires. Pour la première fois, le mot embuscade ne signifiait plus peur, mais initiative. Sur les réseaux nationaux, le mot-clé Kopa 70 circula, accompagné du message « Nous pouvons nous défendre seuls ». Les observateurs étrangers parlèrent de « inversion sahélienne ». Ceux qui fuyaient hier traquent désormais. Mais au-delà de l'effet d'annonce, une question persistait. Un modèle sans appui étranger peut-il durer ? Ibrahim Traoré répondit calmement lors d'une allocution brève « Nous ne combattons pas pour prouver, mais pour exister par nous-mêmes ». Cette phrase, reprise sur les chaînes africaines, transforma un succès tactique en manifeste politique. L'indépendance pouvait désormais se mesurer en actes, pas en aide reçue. Avant Kopa, les cartes militaires indiquaient que plus de 40% du territoire burkinabé demeurait instable avec environ 1200 attaques isolées par an. 3 mois après l'opération, ce chiffre tomba à 730 incidents confirmés. Baseline Delta. Une baisse d'environ 40%, obtenue sans renforts étrangers, mais grâce à une réorganisation interne. Ce fut la première preuve statistique du renversement stratégique. Deuxième indicateur, le nombre de localités sécurisées passa de 1500 à 2400 en 90 jours. Chaque zone correspondait à une école rouverte, un dispensaire fonctionnel, une route praticable. Derrière ces données se lisait une transformation sociale. Des enfants reprenaient le chemin de l'école, les marchés s'animaient et les femmes traversaient la forêt sans escorte. Troisième indicateur, le corps des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, augmenta de 62%. Parmi eux, 18% de femmes, une première. Pour Ibrahim Traoré, c'était le signal le plus fort. Une nation n'est forte que lorsque son peuple se lève de lui-même. Les chiffres ne racontaient pas seulement des bilans, ils traçaient une courbe de confiance. Le risque diminuait pendant que la coopération locale doublait. À Ouagadougou, l'Institut stratégique du Sahel publia un rapport indépendant confirmant la tendance, coordination accrue entre armées et civils, gains territoriaux durables. Les images satellites complétaient l'analyse. 27 zones rouges virèrent à l'orange ou au vert. Chaque point vert signifiait un village revenu à la vie, des lampes rallumées la nuit. Cette reconquête lente, mesurée,
s'effectuait sans grande puissance tutélaire. Comparaison régionale. Dans le même laps de temps, le Mali et le Niger enregistrèrent à peine 15% de recul des attaques. Le Burkina Faso, avec 40%, devint une exception. Dans ces médias francophones, on parla du phénomène Traoré. À Accra, les analystes évoquèrent une souveraineté des données, où l'information et la décision revenaient à ceux qui risquaient leur vie sur le terrain. L'évolution baseline, delta, du chaos à la cohérence, résumait un tournant. La défense nationale reposait désormais sur l'observation et la planification, pas sur la réaction. Et comme le rappela Ibrahim Traoré, toute statistique n'a de valeur que si elle se traduit en paix réelle. Comme on le dirait avec simplicité, pour certains observateurs étrangers, la victoire de Kopa n'est qu'une exception liée au terrain et au hasard tactique. Sans soutien international, ce modèle serait impossible à reproduire. Le Burkina Faso, selon eux, a gagné une bataille, pas une guerre. Comme on le dirait avec simplicité, pour d'autres, notamment au sein du Sahel, la stratégie de Ibrahim Traoré représente un changement structurel. Elle transforme la motivation même du combat, passant de la dépendance à l'autonomie, du réflexe défensif à l'anticipation collective. Les données contredisent la première thèse. Après Kopa, 6 provinces jusque-là paralysées ont repris une activité administrative en moins de 100 jours. 3 corridors logistiques rouvrir, 40 écoles accueillir de nouveau des élèves. Si l'on parle de hasard, il serait bien persistant. Le deuxième argument, celui de la durabilité, s'appuie sur un effet mesurable. La population, intégrée au dispositif de défense, devient gardienne du résultat. Ce phénomène, décrit par les chercheurs comme un boucle de stabilisation, convertit un succès militaire ponctuel en dynamique sociale continue. Les instituts de recherche d'Accra et de Bamako confirment. Dans les zones libérées, le risque de reprise d'attaque tombe à 8%, bien en dessous des projections initiales. Les faits suggèrent que le système se régénère lui-même. Entre les deux visions, les chiffres tranchent. Ibrahim Traoré n'a jamais promis la victoire absolue. Il a parlé de succession de preuves concrètes. C'est cette logique incrémentale, observée, ajustée, répétée, qui transforme une armée sous pression en organisation apprenante. Kopa n'est donc pas une parenthèse, mais un précédent. La démonstration qu'une stratégie locale, nourrie de discipline et de données, peut remodeler l'équilibre régional sans renfort étranger. Comme on le dirait avec simplicité. Une petite bataille, un grand axe de l'histoire. Ainsi résumèrent les jeunes officiers ce qu'ils avaient vu à Kopa. Lorsque la fumée se dissipa, ils comprirent que cette victoire dépassait le champ de bataille. Elle redéfinissait la notion même de souveraineté. Du ministère de la Défense au village frontalier, une expression circulait déjà, l'inversion burkinabé. Ceux qui fuyaient hier prenaient désormais l'initiative. Ibrahim Traoré saisit immédiatement la portée symbolique du moment. La vraie force, disait-il, ne réside pas dans le nombre de morts ennemis, mais dans la capacité d'un peuple à écrire ses propres règles de défense. Dans les rapports militaires, les conseillers notaient le mode opératoire est passé de la réaction à la prévision, une première dans un Sahel souvent guidé de l'extérieur. Face aux applaudissements, Traoré resta sobre. Cette victoire n'est pas la mienne, mais celle de ceux qui ont cru. La phrase fit le tour du pays, reliant soldats et civils, ancrant la victoire dans une conscience collective. Kopa devint alors le point d'équilibre du récit, entre guerre et dignité retrouvée, entre terrain conquis et identité reconquise. Comme on le dirait avec simplicité pour ce qui concerne l'État, après Kopa, le gouvernement burkinabé mit en place un dispositif de coordination directe entre armée et administration locale. En 90 jours, 27 zones furent entièrement stabilisées. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de points de contrôle officiels augmenta de 35%, et le délai de réponse aux crises passa de 72 heures à 18. Pour Ibrahim Traoré, ce résultat ne relevait pas de la technique mais de la souveraineté. L'administration ne se reconstruit pas avec des conseillers, mais avec des cartes tenues par nos propres mains. Comme on le dirait avec simplicité, pour ce qui est des entreprises, la réouverture des corridors routiers stimula le secteur privé. Le trafic des produits agricoles sur l'axe de Fada bondit de 48%. Le commerce local remplaça peu à peu les importations venues du Ghana et du Togo. Dans la région de Koudougou,
des ateliers textiles et des usines de transformation reprirent activité. Le second trimestre afficha près de 12 000 emplois temporaires, signe qu'une économie domestique renaissait sous protection nationale. Comme on le dirait avec simplicité, pour la population, la transformation la plus visible fut celle du moral collectif. Plus de 60% des habitants interrogés déclarèrent se sentir en sécurité. Les volontaires VDP se multiplièrent, organisant des patrouilles nocturnes autonomes. Les femmes assurèrent de la logistique, repas, soins, transmission d'informations. Dans des villages naguère abandonnés, les familles revinrent planter, bâtir, chanter. Une vieille femme, à la radio, résuma « Je reconnais enfin notre hymne ». Comme on le dirait avec simplicité, à l'échelle régionale, l'effet COPA déborda rapidement les frontières. Le Mali et le Niger envoyèrent des délégations pour étudier la tactique de encerclement adaptatif. Sous l'égide de l'Alliance AES, une base de données commune de renseignement fut créée. Les analystes occidentaux parlèrent d'un glissement de pouvoir, la fin du monopole d'ingérence. Les 4 groupes forment la même chaîne: victoire militaire, confiance sociale, reprise économique, coopération régionale. Et au centre, Ibrahim Traoré qui redéfinit la stratégie ainsi. Protéger sa patrie ne demande aucune autorisation. COPA ne fut donc pas une bataille isolée, mais l'ébauche d'un modèle d'autonomie où chaque citoyen devient un acteur de la sécurité, et chaque chiffre, la preuve d'une renaissance nationale. Comme on le dirait avec simplicité, dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient la stabilité acquise après COPA. Les zones reprises sont consolidées grâce à la coopération entre armées et civils. Les attaques diminuent d'environ 10%, mais le financement extérieur reste limité. L'État concentre ses ressources sur la reconstruction, routes, écoles, dispensaires. Cette trajectoire lente mais régulière reflète une priorité, consolider avant d'étendre. Comme on le dirait avec simplicité, dans le scénario optimiste, si la rigueur et la transparence instaurées par Ibrahim Traoré perdurent, la confiance populaire pourrait se transformer en croissance interne. L'Alliance AES réussirait à interconnecter les systèmes de renseignement du Burkina Faso, du Mali et du Niger, réduisant les coûts et accélérant les réponses. L'investissement agricole augmenterait de 25%, ouvrant la voie à l'autosuffisance alimentaire d'ici 1 an. Dans cette hypothèse, la défense communautaire deviendrait une référence régionale étudiée par d'autres États sahéliens. Comme on le dirait avec simplicité dans le scénario pessimiste, si les groupes armés se réorganisent aux frontières, ou si des ingérences étrangères exploitent les divisions internes, la stabilité pourrait vaciller. Une campagne médiatique hostile risquerait d'affaiblir la légitimité du projet d'autonomie. Certains partenaires occidentaux, inquiets de perdre leur influence, pourraient utiliser l'aide humanitaire comme levier de pression. L'économie ralentirait, la méfiance s'installerait. Comme on le dirait avec simplicité, entre ces trajectoires, le facteur décisif reste la cohésion nationale. Les chiffres de COPA ne sont qu'un instantané. La question véritable est celle de la continuité. Comme le répète Ibrahim Traoré, la force d'un pays ne se mesure pas à ses armes, mais à sa capacité à ne pas se diviser. S'il parvient à transformer la victoire militaire en culture institutionnelle, le Burkina Faso pourrait redéfinir le sens même de la résilience africaine. L'effet COPA ne se limite pas aux cartes et aux rapports. Il s'imprime dans les visages. Pour la jeunesse, c'est une leçon de souveraineté vécue. Dans Ibrahim Traoré, beaucoup voient le symbole d'une génération qui ose rompre avec la dépendance et traduire le mot indépendance en action concrète. À Ouagadougou, des étudiants organisent désormais des forums sur le métier de citoyen, notion longtemps absente des manuels scolaires. Pour les femmes, la victoire a une signification plus intime, celle du soin et du courage mêlés. À Fada comme à Kaya, elles ont formé des cuisines de défense, véritables relais logistiques où l'on prépare les repas des soldats, soigne les blessés et transmet les nouvelles. La défense nationale, pour la première fois, porte aussi un visage maternel. Pour la diaspora, l'émotion se double d'une fierté retrouvée. Sur les réseaux, les Burkinabés de Paris, d'Abidjan ou de Montréal partagent les images de COPA, accompagnées d'une phrase simple « On peut le faire nous-mêmes ». Ce message, traversant les frontières, recompose le lien entre l'exil et la terre natale. Et pour le spectateur, au-delà des faits militaires, la question demeure universelle. Qu'est-ce qu'aimer son pays
quand personne ne vous y oblige. Les mots d'Ibrahim Traoré trouvent alors une résonance plus large. Défendre la patrie commence par croire en soi. Un credo qui dépasse les armes pour devenir une éthique du quotidien, celle de tenir debout, simplement. Comme on le dirait avec simplicité, cartographier les priorités, le ministère de la Défense, sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, a classé le territoire en 3 niveaux de risque, 0 à 5. Les données proviennent à la fois des services ISR et des comités villageois. Objectif, obtenir, d'ici la fin du 2e trimestre prochain, une carte complète de sécurité nationale actualisée. Comme on le dirait avec simplicité, renforcer la défense communautaire. Le programme VDP, volontaire pour la défense de la patrie, est étendu avec des sessions d'entraînement tous les 6 semaines. Mission, protéger les voies de communication et signaler tout mouvement suspect. Indicateur clé, le nombre de patrouilles validées sur le total mensuel. Comme on le dirait avec simplicité, restaurer les infrastructures civiles, unités militaires et équipes techniques civiles travaillent ensemble à rouvrir ponts, écoles et dispensaires. L'objectif, remettre en service 70% des installations essentielles dans les 6 prochains mois. Mesure, ratio des structures fonctionnelles sur la liste initiale. Comme on le dirait avec simplicité, assurer la transparence de l'information. Création d'une radio nationale bilingue diffusant chaque semaine l'état d'avancement. Le public peut envoyer des rapports via SMS, contribuant à la vérification citoyenne. Comme on le dirait avec simplicité, coopération régionale AES, mise en place d'une base de données commune Burkina Faso, Mali, Niger. Critères de suivi, fréquence des échanges de renseignements et rapidité de réponse. Chaque étape est concrète, mesurable, humaine. Et, selon Ibrahim Traoré, quand la planification devient habitude, la souveraineté cesse d'être un mot pour devenir un métier. Au crépuscule, la forêt de Kopa retrouve son silence. Le vent glisse entre les branches comme au premier jour, et les drapeaux plantés sur les clairières demeurent témoins d'un moment où une nation a su se redresser. Dans une école reconstruite à Fada, un professeur raconte à ses élèves l'histoire des 3 unités d'élite qui avancèrent dans l'ombre. L'un d'eux lève la main et dit « C'est le jour où notre pays s'est levé ». Ibrahim Traoré avait prévenu « Le silence d'après la bataille n'est pas la fin, mais le commencement ». Cette phrase est aujourd'hui gravée sur une stèle au centre de la forêt. Quiconque s'y rend comprend que la souveraineté n'est pas une idée abstraite, mais une respiration quotidienne. Le soldat qui reposait au pied d'un arbre est devenu symbole de patience, non de tristesse. Dans le regard des habitants, la fierté a remplacé la peur, et l'on se souvient que la victoire, ici, ne fut pas une conquête, mais un retour à soi. Comme on le dirait avec simplicité, à garder la terre, c'est garder le cœur. Voilà la vraie victoire. Quand le récit de Kopa s'achève, ce ne sont plus les armes qui résonnent, mais les voix. Le Burkina Faso a démontré qu'un peuple, même isolé, peut réécrire son destin à la force de sa volonté. L'image d'Ibrahim Traoré et de ses soldats, sous la canopée redevenue calme, s'impose désormais comme un symbole, non pas celui de la guerre, mais celui de la dignité retrouvée. Pourtant, la question demeure, et elle dépasse les frontières du Sahel. Si une nation peut se relever seule après la tempête, qu'en est-il des autres peuples, là où la résignation a remplacé le courage ? La souveraineté, disait Traoré, n'est pas une victoire ponctuelle, mais un courage répété chaque jour. Alors, dans un monde saturé de dépendance et de doute, qui osera à son tour répéter ce courage ? Peut-être que l'avenir de l'Afrique, et au-delà celui de toute communauté humaine, dépendra de cette réponse.